Donc, on y va. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir à distance pour ce webinaire au sein duquel nous allons aborder une étude réglementaire dans le cadre de la RE 2020 qui a été réalisée par le bureau d'études Tribu Énergie, commandité par Saint-Gobain. Tout d'abord, quelques éléments de cadrage. Voilà. Donc, je suis accompagné et je vous en remercie donc, de Laurent Mazier du bureau d'études Tribu qui a réalisé l'étude. Bonjour. Voilà. De Charlie Delage de Saint-Gobain Solutions France, qui a commandité avec l'ensemble des experts du groupe Saint-Gobain. On n'a pas justement décidé seulement en transverse de ce qu'il fallait euh, poser comme question, justement, qui puisse intéresser, et je rebondis sur cela à la base, intéresser Saint-Gobain, et on s'est rendu compte que ça pouvait intéresser le plus grand monde, d'où le webinaire aujourd'hui, webinaire qui a pour destination de partager ces éléments, et vous allez voir le contenu, il est vraiment très très intéressant. Et également Ange Segla, donc, qui est un des experts justement donc de Saint-Gobain Glace, toute la partie vitrage. Bonjour Mickaël. Bonjour Ange. Alors, quelques éléments de cadrage. Premier point, donc, comme je vous l'ai dit, le webinaire est enregistré, il sera d'ailleurs posté demain sur LinkedIn. Le public aujourd'hui est hétérogène, comme vous l'avez vu, vous êtes très nombreux à vous être inscrits, hein, plus de 500, enfin précisément 566 inscrits et déjà 190 participants. Donc on a souhaité faire 10 minutes d'introduction sur les bases de la RE 2020. Il y a à la fois des experts parmi vous, mais également des gens qui découvrent. Donc on est quand même obligé de passer par, en synthèse, cette présentation des bases de la RE 2020. Également, on a fait le choix, donc on est parti sur 1h30. On devra peut-être d'ailleurs à déborder un petit peu suivant les questions et les réponses, mais nous avons fait le choix de n'aborder du coup que la typologie des bâtiments de bureaux. Voilà, pour la partie enseignement, on n'aura pas le temps, et du coup, par contre, on vous la proposera à nouveau dans un autre webinaire, a priori le 9 octobre à 14h. Vous recevrez l'invitation. Alors, comme je vous l'ai dit, cette étude a été faite avec le moteur de calcul RE 2020, donc commandité par Saint-Gobain à la base pour l'interne, mais finalement, elle peut être ouverte et partagée en externe, et c'est le cas aujourd'hui. Nous avons Ange qui est ici, mais également d'autres collègues qui pourront intervenir, d'autres experts, suivant les thématiques qui seront abordées et suivant les questions que vous pourrez poser. Donc, vous l'avez vu, on a coupé les caméras, parce qu'il y a beaucoup de personnes, et les micros. Pour faciliter le déroulement du webinaire. Par contre, vous pouvez poser toutes vos questions, et il faut vraiment le faire dans le chat. Et lorsqu'une question qui est posée vous paraît très pertinente, n'hésitez pas à mettre un pouce, comme ça plus il y aura de pouces, et donc c'est moi qui vais gérer pendant les interventions justement de mes collègues, les questions-réponses pour les poser. Posez vos questions qui seront dans le chat. Dernière précision, alors je reviens tout d'abord et j'avance juste, pardon, sur voilà, juste un petit point aussi du pourquoi et qu'est-ce qui se cache derrière Saint-Gobain, voilà, qui se pose plein de questions. Nous, on se pose plein de questions sur les questions sur le confort d'été, sur le carbone, sur la réduction des consommations d'énergie et en fait, ce qui se cache là derrière, c'est quels sont les impacts de nos matériaux sur cet ensemble de critères, d'où l'étude. Et donc, vous voyez ici l'univers du groupe Saint-Gobain, l'univers industriel. Donc, les 22 marques industrielles du groupe Saint-Gobain, hein, avec 88 usines en France. Les 12 enseignes de distribution, avec plus de 2000 points de vente en France. Et pour ce qui est de Tribu, je laisse la parole à Laurent de présenter aussi Tribu qui a réalisé l'étude. Voilà, donc Tribu Énergie, c'est un bureau d'études d'une trentaine de personnes réparties sur 3 agences. Donc le siège social est à Paris. On a également des agences à Rennes et à Lyon. C'est un bureau d'études à la fois thermique, fluide. Alors quand je dis thermique, maintenant on parle plutôt d'environnement, puisqu'on a le volet thermique et également le volet carbone. Un volet fluide également et un volet environnement sur tout ce qui est certification, HQE, BREEAM, etc. Donc nos domaines d'intervention, c'est à la fois sur l'opérationnel, donc en tant que maîtrise d'œuvre ou en tant qu'assistant à maîtrise d'ouvrage, mais également sur d'autres thématiques. Alors on réalise des logiciels, également on fait de la R&D sur des logiciels à destination, ça peut être des industriels qui veulent avoir des petits outils
en interne, justement, pour évaluer ces différents critères réglementaires. On réalise également des missions d'instrumentation et depuis plus récemment du commissionnement, qui est de plus en plus demandé dans les projets. Et la particularité qu'a Tribu Énergie, c'est que c'est un des bureaux d'études qui travaille de manière traditionnelle depuis de longues années avec le ministère sur tout ce qui est évolution et suivi de la réglementation. Donc, à l'époque, Tribu Énergie avait participé à l'élaboration de la RT 2012, un peu plus tard, bon, maintenant un peu plus tôt, à l'époque, on avait travaillé même sur l'élaboration de la RT 2005, la RT 2000, etc. Donc, plus récemment, en fait, on a travaillé sur l'élaboration du label E+C-, de l'expérimentation E+C- en 2016, et encore plus récemment, donc, sur l'élaboration de l'ARE 2020. Et ce positionnement fait qu'on est sollicité par des entreprises, comme c'est le cas aujourd'hui Saint-Gobain, qui souhaitent justement positionner leurs solutions techniques par rapport à ces évolutions réglementaires. Parfait. Merci pour cette introduction et vous comprenez pourquoi on a choisi Tribu Énergie. Comme on avait, et je rebondis sur ça aussi, en fait, fait faire la même étude sur la maison individuelle et le logement collectif à l'époque à Pouget et à Bastide-Bondoux. Alors écoutez, si les choses sont claires, on va pouvoir y aller. A priori, j'ai rien oublié sur le cadrage et j'insiste. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Hein, j'y serai attentif et comme ça, je pourrai les poser au fur et à mesure des présentations et donc à mettre des pouces pour ceux qui souhaitent appuyer une question qui a été faite. Eh bien, c'est parti. Hein, du coup, je passe la main à mes collègues pour débuter. Et bon webinaire. Eh bien, bonjour à tous, merci pour votre participation nombreuse, merci Laurent d'être là, et surtout merci à l'ensemble des gens du groupe Saint-Gobain qui m'ont accompagné pour faire le cahier des charges et suivre cette étude, c'est une bonne vingtaine de personnes. Donc comme l'a dit Mickaël, cette étude pour nous elle est importante parce qu'on a besoin de comprendre comment la RE 2020, connaître et comprendre l'impact de nos produits et nos systèmes, comment ils réagissent dans ce moteur de calcul. Je prends un exemple, j'ai un peu spoilé ce qu'on va vous présenter, on va voir aujourd'hui dans la présentation que le poids carbone des bureaux il est sous-évalué de l'ordre de 40 à 50 kg de CO2 par mètre carré. Et donc, cette sous-évaluation, justement, elle va nuire et ça ne va pas nous permettre de mettre en avant un de nos produits bas carbone. Donc, c'est pour ça que pour nous, c'est très important de faire ce type d'études. Aujourd'hui, la présentation de ce jour, on est sur une présentation technique. On n'est clairement pas sur une présentation commerciale. Ce n'est pas le but. Donc, ce que je vous propose, c'est parti, on commence 10 minutes sur les bases de l'aéro. Donc, on a la chance d'avoir Laurent. Laurent connaît les 1800 pages par cœur de l'ARE 2020, donc allez-y, posez vos questions. Alors, l'ARE 2020 pour réglementation environnementale, c'est une réglementation à destination uniquement pour la construction, donc pour les bâtiments neufs. L'ARE 2020 vient après la RT 2012. RT 2012 pour réglementation thermique 2012. Dans la RT 2012, on cherchait à baisser les consommations énergétiques. Vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi maintenant on ne parle plus de RT, mais de RE, de réglementation environnementale. Donc, dans la RE 2020, on a un spectre qui est beaucoup plus large. On cherche toujours à baisser les consommations énergétiques par rapport à la précédente réglementation, tout en donnant la priorité à la sobriété énergétique. La sobriété énergétique, c'est la meilleure énergie, c'est celle que je ne consomme pas. Et donc, on va le voir dans les descriptifs. Dans les descriptifs RE 2020, il y a un renforcement des performances de l'enveloppe. Pourquoi on parle de réglementation environnementale? C'est parce qu'on a introduit la notion du carbone à travers la décarbonation de l'énergie et la baisse de l'impact carbone des bâtiments. Ce qui veut dire, pour chaque construction, pour chaque bâtiment neuf, on va devoir calculer le poids carbone de l'ensemble des produits et systèmes qui composent le bâtiment avec une analyse de cycle de vie. Donc ça, c'est une nouveauté de cette réglementation. Et le dernier volet porte sur le confort d'été. On est dans un contexte de réchauffement climatique. On sait qu'on fait face à de plus en plus de séquences caniculaires. Donc on va devoir s'assurer que l'inconfort soit limité en cas de forte chaleur dans les bâtiments de demain. Donc vous voyez vraiment, on est sur un spectre qui est très large par rapport à la RT. La RE 2020 s'applique depuis le 1er janvier 2022 pour la partie résidentielle, la maison individuelle et le logement collectif. Depuis juillet 2022 pour le tertiaire, mais uniquement pour les bâtiments de bureaux et d'enseignement. Pour les autres bâtiments tertiaires, elle va s'appliquer en 2 temps. Là, il y a encore des travaux qui sont en cours avec le ministère. Les autres bâtiments tertiaires, ça va être les hôtels, les restaurants, les commerces, les crèches, les établissements de santé, etc. Donc, il y aura une première entrée en vigueur à partir du 1er janvier 2025. En parallèle, il y a les travaux de CAP 2030 qui ont débuté au 2e semestre 2023. C'est des travaux de filière où tous les acteurs de la filière travaillent ensemble pour essayer d'imaginer l'après-RE 2020. On est déjà dans l'anticipation de l'après de cette réglementation.
Donc, la RE 2020, elle s'appuie sur une méthode qui est dite conventionnelle. Conventionnelle, c'est par exemple en hiver, la température de référence, c'est 19 degrés dans les bâtiments. L'objectif de cette réglementation, ce n'est pas de concevoir des bâtiments, mais c'est de vérifier la conformité d'un bâtiment neuf par rapport à des exigences réglementaires. Une réglementation, il faut toujours l'avoir en tête, ce n'est pas une finalité. On a le droit d'être plus performant que la réglementation. Alors, maintenant qu'on a eu cette introduction sur ce qu'est la RE 2020, ce que je vous propose, c'est de vous présenter rapidement les principaux indicateurs réglementaires. Ce sont les indicateurs, c'est les 5 indicateurs avec des exigences de résultats. On peut les décomposer en 3 parties, une partie énergie, une partie carbone, une partie confort d'été. Et là, ce qui fait, on peut dire, le charme de cette réglementation, c'est que l'ensemble des indicateurs sont indissociables. Généralement, quand je joue sur le carbone, j'ai généralement un impact sur l'énergie. Quand je joue sur l'énergie, j'ai systématiquement un impact sur le carbone. Donc cette réglementation, pour les bureaux d'études, c'est une nouvelle équation. Dans les indicateurs énergie, le premier indicateur, c'est l'indicateur BBio. Pour besoin bioclimatique, c'est l'indicateur de la sobriété. C'est un indicateur qui s'exprime en points. Il se calcule indépendamment des systèmes énergétiques et il va illustrer la bonne conception du bâtiment, sa bonne orientation et la performance de l'emploi. Le deuxième indicateur, c'est le CEP, la consommation en énergie primaire. Cet indicateur, il s'exprime en kilowattheures par mètre carré par an, en kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré par an, et il illustre l'efficacité des systèmes énergétiques pour différents postes, comme le chauffage, l'eau chaude sanitaire, la ventilation, l'éclairage, etc. Donc le CEP, il est directement lié au BBio. Vous pouvez imaginer, si je prends par exemple une pompe à chaleur, sa consommation sera plus faible si jamais j'ai un BBio qui est performant, c'est-à-dire un bâtiment qui est très bien isolé. Pour la partie carbone, le premier indicateur, c'est l'indicateur IC énergie. Cet indicateur, il correspond aux émissions de CO2 liées aux consommations énergétiques. C'est-à-dire, si j'utilise du gaz ou de l'électricité, j'ai un contenu carbone qui est différent. J'ai un contenu carbone qui sera différent. Tu peux compléter, Laurent, si besoin. Le dernier indicateur pour la partie carbone, c'est l'indicateur IC construction. Je vous l'ai dit tout à l'heure, pour les bâtiments neufs, on va devoir faire des analyses de cycle de vie, donc compter le poids carbone de l'ensemble des produits et systèmes qui composent le bâtiment. Donc ce sera cet indicateur-là avec la notion d'ACV. On le reverra dans les slides par la suite, la notion d'ACV. Ouais. Et si je peux juste rajouter un point sur le IC Construction, alors contrairement à ce que son nom indique, ça ne comptabilise pas uniquement que le carbone issu de la construction du bâtiment, mais également lié au renouvellement des matériaux. Le IC Construction est calculé sur une période conventionnelle de 50 ans. Si vous avez des produits qui ont une durée de vie de moins de 50 ans, en fait, dans ce IC Construction, on va considérer dans l'impact le renouvellement de ces produits. Ouais, pour la partie ACV. Et le dernier indicateur, c'est l'indicateur degré-heure. Alors cet indicateur, il a un impact sur le CEP et le IC énergie. Et ce que je vous propose, c'est qu'on regarde tout de suite ensemble ce qu'est le degré-heure. N'hésitez pas, si vous avez des questions, allez-y, posez-les. Donc le degré-heure, c'est l'indicateur sur le confort d'été. Cet indicateur, il va évaluer l'inconfort ressenti en été par les occupants. En gros, il évalue toutes les situations d'inconfort chaud. Comment il se calcule? Il se calcule heure par heure sur l'année en faisant la somme des écarts entre la température à l'intérieur de mon bâtiment et une température de référence de confort. Vous allez voir, en réalité, cet indicateur, c'est très simple. Si on prend ici à droite, pour la partie résidentielle, j'ai des plages de température de confort. 26 degrés la nuit et 26 à 28 degrés le jour. Ce qui veut dire, si je suis dans ma maison, je prends une nuit de 22h à 23h. Si à l'intérieur de mon bâtiment, il fait 27 degrés, ma température de confort étant de 26 degrés. 26 degrés, c'est la température que je ne dois pas dépasser. Donc du coup, je fais 27 moins 26 degrés, ça me donne 1 degré heure. Et ce qu'il a de particulier, cet indicateur, c'est que, je vous l'ai dit, on est dans un contexte de réchauffement climatique. On va avoir de plus en plus de séquences caniculaires. Et bien, dans son fichier météo, quand je calcule cet indicateur, et uniquement cet indicateur, il a été introduit la séquence caniculaire d'août 2003. Et l'indicateur degré-heure, il va être calculé à la fois pour les bâtiments non climatisés et les bâtiments climatisés. Naturellement, pour les bâtiments climatisés, quand je calcule le degré-heure, c'est sans prise en compte de l'action des équipements de refroidissement actifs. Pour vous donner quelques notions sur le degré-heure, 350 degrés-heure, ça donne un dépassement de 2 degrés des températures de référence de confort pendant 7 jours. 1250 degrés-heure, ça donne un dépassement de 2 degrés des températures de confort sur 25 jours. Vous allez comprendre pourquoi 350 et 1250. Ça va ?
Alors, on imagine le bureau d'études. Donc, Laurent, il fait la conception de son bâtiment dans le moteur de calcul Aero 2020 et il va lancer le calcul réglementaire. Alors, vis-à-vis de l'indicateur de Greer, il y a 3 possibilités différentes. Soit son projet sort et il est inférieur à 350 degrés. Dans ce cas, on estime que le bâtiment est confortable. Si le bâtiment est confortable, mon bâtiment est réglementaire, tout va bien. Si le nombre de degrés du projet est supérieur à un seuil maximal. Le seuil maximal, par exemple, en résidentiel, c'est 1250 degrés. Le bâtiment, il est inconfortable, donc il n'est pas réglementaire. Et donc là, le bureau d'études avec l'architecte vont devoir revoir la conception et trouver des moyens justement de limiter l'inconfort dans ce bâtiment. Maintenant, si mon projet est entre 350 degrés et le seuil maximal, donc mon projet, il est là au milieu. Qu'est-ce qu'on dit? On dit que le critère d'inconfort, il est respecté, mais on sait que pour ce type de bâtiment, il y a un risque, après livraison, d'installation d'un système de refroidissement actif, après la livraison du bâtiment. Et donc, on va anticiper ce risque-là en prenant en compte dans la consommation du bâtiment un forfait de consommation de refroidissement qu'on pourrait dire fictif. Et donc, quand j'ajoute ce forfait de consommation fictif par rapport à ma consommation pour les autres usages, soit je suis toujours inférieur au seuil maximal, je reste réglementaire. Si ce n'est pas le cas, lorsque j'ajoute ce forfait, je suis supérieur au seuil, au CEP, à la consommation maximale, je suis non réglementaire et je vais devoir revoir la conception de mon bâtiment. Donc voilà très rapidement comment fonctionne cet indicateur, l'indicateur de Greer. On fera un gros focus dans la présentation sur le degré. Et le dernier indicateur que je souhaitais vous présenter, c'est l'indicateur IC Construction, ce que vous disiez Laurent tout à l'heure. C'est là la notion d'analyse de cycle de vie. C'est-à-dire que pour chaque bâtiment neuf, je vais compter l'ensemble des produits et des systèmes, le poids carbone des produits et des systèmes qui composent mon bâtiment. Donc pour ce faire, je vais prendre les quantités de produits que je mets dans mon bâtiment, je vais les multiplier par des données environnementales sur une période de 50 ans. Et ça va me donner cet indicateur IC Construction qui s'exprime en kilos CO2 équivalent par mètre carré par an. Et donc, mon IC Construction de projet doit être inférieur à un seuil max. Ces données environnementales, où est-ce qu'on les trouve? Ces données environnementales, ça peut être soit des FDES, des fiches de déclaration environnementale et sanitaire pour les produits de construction, ou des PEP pour les produits d'équipement électrique, électronique et de génie climatique. Il y a 3 types de fiches, soit des fiches individuelles, c'est-à-dire par exemple, moi, Saint-Gobain, pour mon produit, je fais une fiche dédiée, soit des fiches collectives, où c'est plusieurs industriels qui se mettent ensemble, ou via un syndicat pour faire la fiche, ou des données par défaut. Quand il y a un produit que le bureau d'études ne trouve pas parce qu'il n'y a aucun industriel qui a fait sa donnée, qui a déclaré sa donnée, là, le ministère va faire une donnée par défaut qui sera plus pénalisante. Toutes les FDES ou les PEP, elles sont systématiquement vérifiées par des tiers, sinon ce serait trop facile. Elles ont une durée de vie de 5 ans et elles sont toutes consultables sur la base IGNES. Alors, j'espère qu'on a dû tenir les 10 minutes de présentation sur l'Aero 2020. Une slide pour vous montrer l'étendue de l'étude et à quoi elle ressemble. Donc, dans cette étude, on a travaillé sur 2 bâtiments de bureaux, un bâtiment de 500 m², un bâtiment de 4000 m², 2 bâtiments d'enseignement, un bâtiment d'enseignement secondaire et un primaire et un bâtiment d'enseignement secondaire. À chaque fois, selon les typologies, on va regarder différents systèmes constructifs. Par exemple, ici, c'est le cas en béton banché. Ici, là, on est dans un cas avec un noyau béton, plancher CLT et façade à ossature bois. On regarde également le bâtiment de bureau, on le basculera en façade rideau vitré. On va regarder tous ces bâtiments, on va regarder comment ils réagissent vis-à-vis des différents indicateurs réglementaires et sur différentes zones climatiques. H1, le nord de la France, H1C, Lyon, H2C, le sud-ouest, et H3, le sud-est. À chaque fois dans la présentation, en haut à droite des slides, vous retrouverez les petits pictos pour vous retrouver. Par exemple, là, je suis dans le nord de la France, sur un bâtiment en bloc béton pour le bureau de 500 m². Les premières questions, et d'ailleurs, il y a déjà eu des réponses aussi dans le chat. On remercie les experts aussi parmi voilà. Donc, je dis ça pour lesquels il y a déjà des questions. Donc, comment s'applique l'ARE 2020 aux bâtiments de bureaux existants en cas de rénovation? Donc, il y a eu un nota. La LC Construction n'est pas donnée par an, mais sur 50 ans. L'ARE 2020 s'applique au neuf, évidemment. Et pour la rénovation, on est toujours sur la veille RT dans l'existant, l'ancienne RT dans l'existant. Question, à quel moment du projet intervient le calcul de ces indicateurs? Et pouvez-vous donner des précisions sur le degré heure max? Le degré heure max, je ne sais pas si on y revient. Alors, j'ai caché les slides sur le degré heure max. Je vais les décacher. C'est une très bonne question.
Alors, sur les seuils maximales en DH, vous avez à l'écran là, les seuils en bureau et en enseignement. Alors, ça fait intervenir la notion de catégorie. Donc, je ne suis pas sûr que tout le monde soit au fait là-dessus. Ces catégories, elles sont définies en fonction principalement des zones de bruit et des zones climatiques. Voilà, donc là, très bien. On peut partir de la catégorie 3 qui s'applique uniquement en bureau. On n'a pas de catégorie 3 en enseignement. Pour être de catégorie 3, en gros, il faut avoir toutes ces conditions. Donc, le bâtiment est muni d'un système de climatisation situé dans une zone de bureau. Donc, les règles d'hygiène et de sécurité interdisent l'ouverture de toutes les baies. Ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que si le bâtiment n'a pas de baie ouvrable, mais que ça ne fait pas, ce n'est pas en lien avec des règles d'hygiène et de sécurité, bah, c'est en fait, on n'est pas réglementaire. Parce que réglementairement, justement, dans la RE 2020, comme en RT 2012, on doit pouvoir ouvrir les fenêtres. Néanmoins, je sais pas, j'imagine si on est par exemple à proximité d'un site Céveso, il peut arriver que des règles d'hygiène et de sécurité se posent et dans ces cas-là se substituent à la RE 2020. Donc, avec toutes ces conditions cumulatives, on est effectivement de catégorie 3 et vous imaginez bien qu'un tel bâtiment dans lequel il n'est pas possible d'ouvrir les fenêtres, les DH vont forcément exploser. Donc voilà pourquoi on a un seuil différent pour cette catégorie. Ensuite, les locaux de catégorie 2, donc la première condition, c'est qu'il n'est pas de catégorie 3. Et si cumulativement, le bâtiment est muni d'un système de climatisation, les baies du local sont exposées au bruit BR2, BR3. Alors, en fait, il y a 3 classements en bruit, ça va de BR1 à BR3. Et BR2, c'est bruit modéré, et BR3, c'est bruit élevé. Et le bâtiment, pardon, est construit en zone climatique H2DH3, autrement dit le pourtour méditerranéen et l'arrière-pays, donc la partie sud-est de la France la plus chaude, à une altitude inférieure à 400 mètres. Donc, pour cette catégorie 2, qui est plus soumise finalement à des contraintes vis-à-vis du confort d'été, on a des seuils qui sont un petit peu plus élevés en DH max que la catégorie 1 qui regroupe tous les autres cas. Donc si on revient sur la slide, vous voyez qu'on a des seuils qui sont différenciés en fonction de ces différentes catégories, qui vont de 1150 en fait à une absence de seuil en catégorie 3. Pour les établissements primaires et secondaires, on a un petit peu la même logique, mais on n'a pas la catégorie 3, donc avec des seuils qui s'étalent entre 900 et 2200. Alors, je rebondis, c'est là où il va falloir qu'on fasse attention au timing, mais on voit que ça suscite beaucoup d'intérêt et de questions. Alors, première remarque, selon l'article 46 de l'arrêté du 4 août 2021, si la RE 2020 est appliquée à l'existant, la RT existante est considérée comme satisfaite. Quid de l'ACV dans ce cas? Exemple, structure conservée. C'est un cas assez particulier. Faut savoir que c'est pas forcément le carbone qui va être le plus contraignant dans le cas où on va appliquer la RE 2020 à un bâtiment existant, parce qu'effectivement, toute la partie structure va être considérée comme conservée, donc ne sera pas inclus dans le calcul carbone. Ce sera plutôt les critères énergétiques. Sur un bâtiment existant, c'est pas forcément évident d'isoler de manière aussi performante que dans un bâtiment neuf, ou même de traiter les ponts thermiques, tous les ponts thermiques qu'on peut avoir sur un bâtiment. C'est plutôt la partie énergie qui vont être assez contraintes. Une autre question, donc à la différence de la RT 2012, un bâtiment de bureau n'est pas forcément CE2, sauf s'il est dans les zones H2D pardon, ou H3, les zones de bruit. Donc cela complique le travail de conception, pour l'interrogation. Oui et non, parce qu'en fait, alors là on verra peut-être avec les exemples, mais quoique les exemples ils sont H3. Mais en fait, pour des mêmes prestations techniques en matière de confort d'été, que ce soit sur l'inertie, les protections solaires, etc., on aura des résultats très très différents. Donc un bâtiment qui sera à 700 degrés heure en zone H1A à Paris, par exemple, il sera avec les mêmes prestations, il sera déjà à 2500 en fait en zone H3. Donc en soi, le seuil de difficulté n'est pas forcément plus important dans les zones pour lesquelles on a un seuil à 1150. Parfait. Alors du coup, je vois, parce que là, il faut qu'on avance et qu'on aille sur l'étude. Donc, on essaie de finaliser ces premières questions qui ont vraiment beaucoup de sens et on vous en remercie. Mais allons-y,
on décolle sur l'étude. Alors, aujourd'hui, la présentation de ce jour, on va le faire en 5 temps. On va commencer par vous présenter les hypothèses de l'étude, donc comment est le bâtiment. On vous présentera principalement des résultats autour du bâtiment de 4000 m². Dans un deuxième temps, on va vous présenter des descriptifs techniques qui répondent strictement aux exigences de l'ARE 2020. Et après, on fera un gros focus sur le confort d'été pour le bâtiment, sur le confort d'été avec des variantes paramétriques et le bâtiment en façade rideau. Et on terminera sur la partie évaluation carbone. Donc, Laurent, je te laisse présenter le bâtiment de 4000 m². Donc, le premier bâtiment étudié, donc c'est un bâtiment de 4000 m². On l'étudiera sur 3 zones climatiques, donc une zone plutôt nord, H1A, qui représente en fait le nord de la France et l'Île-de-France, en gros, puis un petit bout de la Normandie. La zone H1C, qui est beaucoup plus continentale, en fait, qui est à la fois froide en hiver, mais aussi chaude en été. Et ensuite, les zones H2C, sud-ouest et H3, le pourtour méditerranéen et la Corse. Notre bâtiment, ici, il est plutôt dans un contexte urbain. Donc, on a considéré qu'il était classé BR3, d'où la catégorie 2 en H3 et d'où le seuil, comme on a vu, à 2600 DH. Une surface utile de 4125 m², un indice de compacité donc relativement moyen, qui caractérise en fait la compacité du bâtiment exprimée en surface déperditive par surface utile, qui est ici de 1,25, une surface vitrée en façade qui est à peu près de 37%, 4 étages, on est sur du DRV réversible, 2 ascenseurs de 630 kg, enfin, bon, tout le reste est assez classique, on a des parkings en sous-sol, d'où des consommations de déplacement, on va le voir. Voilà. Puis les systèmes constructifs étudiés, donc on a à la fois le béton manché, le bloc béton, la brique, les planchers CLT et FOB, avec un noyau béton, comme le disait Charlie tout à l'heure, et des façades rideaux. Donc, ce qu'on vous propose maintenant, c'est de rentrer dans le détail. On va vous présenter des descriptifs techniques qui vont respecter strictement les exigences de l'ARE 2020. On n'a pas cherché à aller plus loin que les seuils fixés à partir de 2022. Donc là, on a une slide qui indique en fait les prestations techniques qui seraient nécessaires dans la première colonne pour être uniquement réglementaire vis-à-vis de la RT 2012. Alors, il faut savoir que la RT 2012 sur les bâtiments de bureaux climatisés classés CE2, elle était quand même très très large, ce qui fait qu'on voyait les prestations qui sont quand même assez faibles et qui ne correspondent pas en fait à ce qu'on a en pratique courante aujourd'hui, qui représente la deuxième colonne. Vous voyez qu'aujourd'hui, on est déjà plus performant en fait que ce qu'on fait, que si on voulait être vraiment strictement réglementaire vis-à-vis des seuils RT 2012. Et vous avez dans la troisième colonne les prestations techniques qui sont nécessaires pour être réglementaire vis-à-vis du BBO en RE 2020. Alors BBO seuil 2022, puisqu'en fait on a 3 seuils successifs sur le BBO, un seuil réglementaire à partir de 2022, 2025 et 2028, sachant que la date qui fait foi, c'est la date de dépôt de PC. Vous voyez que globalement, entre la RT 2012, la pratique courante aujourd'hui, et la RE 2020, on a une isolation qui est renforcée, mais on reste globalement quand même sur des pratiques courantes. Donc on n'a pas de rupture technologique. Je prends l'exemple des menuiseries, on reste sur du double vitrage, donc ce n'est pas quelque chose qui va occasionner des surcoûts forcément très importants. Là où la RE 2020 va être un peu plus exigeante que la RE 2012, c'est notamment sur le confort d'été, et notamment là on voit que sur le type de protection solaire, dans notre cas ici, il faudrait plutôt passer sur des stores extérieurs que des stores intérieurs. Mais on va le voir dans la suite de la présentation, tout dépend aussi du couple vitrage-protection solaire. Voilà, donc les surcoûts ont été évalués, donc c'est les surcoûts qui viennent de l'observatoire BBC actualisé. On est à peu près à plus 5% par rapport à la RT 2012. Donc ça, c'était en zone H1A. Si on regarde sur d'autres zones climatiques, on va voir qu'on a des petites variations en fait qui sont propres en fait aux contraintes climatiques qu'on a sur chaque zone. Donc notamment, vous voyez qu'en H1C, il faut bien être à l'aise sur le code couleur. En rose, c'est plutôt une dégradation, on va dire, par rapport à la zone H1A, tandis qu'en vert, c'est plutôt un renforcement. Vous voyez qu'en H1C, on a besoin de renforcer davantage l'enveloppe. Pourquoi? Parce qu'on est sur une zone qui est particulièrement froide l'hiver. Donc, on a des prestations un peu plus performantes.
Et à la fois en H1C, comme sur les autres zones H2C et H3, qu'est-ce qu'on renforce également? C'est le critère de confort d'été, notamment en passant non plus sur des doubles vitrages dits clairs, mais sur des doubles vitrages à contrôle solaire, donc qui permettent d'atténuer quand même le rayonnement solaire. Vous voyez qu'en zone H2D, H3, qui sont des zones quand même plus chaudes, on a la possibilité d'avoir une enveloppe un peu moins poussée. Alors, il y a 2 questions. Donc, en ITE, pourquoi choisir pour le plancher bas un isolant complémentaire sous chape et non l'augmentation d'isolant sous dalle? Et seconde question, la double flux a-t-elle le même impact en RT 2012 qu'en RE 2020? Alors, sur la première question, là, c'était effectivement un choix dû à des pratiques courantes. Après, effectivement, on aurait pu renforcer l'isolation sous dalle. Là, pour le coup, c'était une question de hauteur sous plafond dans les parkings. Mais effectivement, là, étant donné qu'on est en ITE, isolation par l'extérieur, on n'aurait pas forcément un résultat plus défavorable si on avait renforcé l'isolation en sous-phase de dalle. Sur la deuxième question, la double flux, quel impact? Oui. Globalement, le moteur de calcul là-dessus donne des résultats des tendances en tout cas qui sont assez similaires à RE 2012. Et là, encore une remarque, j'ai peut-être mal compris, mais vous parliez de seuil 2025 pour le BBO? Oui, en fait, il y a pour les bâtiments de bureaux spécifiquement, parce que ce n'est pas le cas sur les autres types de bâtiments aujourd'hui soumis à la RE 2020, on a 3 seuils successifs. En fait, si votre PC est déposé avant 2022, on va avoir un seuil BBO qui ne sera pas le même que si votre PC est déposé à partir de 2025 ou à partir de 2028, où en fait le BBO va se renforcer. En fait, le BBO va être un petit peu le BBO max va être un peu plus faible, et donc les contraintes un peu plus importantes. On va le voir d'ailleurs dans la suite de la présentation. Alors là, on a souhaité vous présenter notre boîtier Ecume, notre service Ecume. Le service Ecume, c'est un service d'évaluation des conforts avec un capteur. Donc, vous pouvez voir le capteur ici en haut à droite, qui nous permet de faire des campagnes de mesure et qu'on combine avec des analyses et des échanges avec les usagers. Donc, ce petit capteur là à droite, il va permettre de capturer l'acoustique, la luminosité, la qualité de l'air intérieur et l'hygrométrie. Alors, pourquoi je vous présente cette slide? Ici, là, vous avez les températures de consigne de chaud et de froid dans les bureaux. Par exemple, la température de consigne du lundi au vendredi de 7h à 19h, elle est de 19 degrés dans les bureaux. Avec Ecume, on a fait plusieurs campagnes de mesure, dont une campagne dans des bureaux. C'est 293 campagnes de mesure dans des bâtiments de bureaux. Alors attention, ce n'est pas dans des bureaux RE 2020, c'est dans des bureaux existants. Mais ça nous permet quand même d'avoir une idée de quelle est la température moyenne dans des bureaux en hiver. Et on se rend compte qu'en fait, cette température moyenne relevée par Ecume, elle est de l'ordre de 22,5 degrés. Donc on voit qu'on est nettement au-dessus des 19 degrés qui sont la température de consigne de l'ARE. Alors, on l'a dit tout à l'heure en introduction, le moteur de calcul RE 2020, il sert uniquement à valider que le bâtiment respecte les exigences. Il ne sert pas à concevoir des bâtiments. D'où il peut y avoir un petit décalage entre la température réellement relevée, issue de nos campagnes avec Ecume, et la température de consigne du moteur. Et bien faire attention, dans ce que je vous disais, dans le cas d'Ecume, on n'est pas sur des bâtiments neufs. Mais voilà, l'idée, c'était un peu d'illustrer, nous, ce qu'on voyait sur cette température. Hop. Si vous n'avez plus d'autres questions, il y a d'autres questions ou pas, Mickaël? Une sur l'automatisation des protections solaires, mais ce sera plus tardivement. Ouais, on en parlera après. On va faire un gros focus sur la partie façade rideau vitré, en regardant quel est l'impact de la nature des vitrages, de la type de la protection mobile et de sa gestion. Donc ça, on en parlera, il y a des slides dessus. Ce que je vous propose maintenant, c'est de rentrer directement sur la partie confort d'été. Là, l'idée, on prend un bâtiment de base et on regarde quels sont les résultats sur le nombre de degrés heure avec des variantes unitaires. Voilà, donc on est parti d'un cas de base, on va dire assez classique. Donc on est en zone H3, hein, je le précise. Donc on est sur le pourtour méditerranéen et la Corse. On a notre bâtiment en béton manché avec une perméabilité à l'air qui est à 1,7 en fait, qui n'est pas forcément optimisée. En tout cas, la mesure n'est pas forcément faite. On est sur du double vitrage à contrôle solaire avec du coup Light Extreme 7033 combiné à des stores extérieurs manuels.
la gestion manuelle. L'ouverture des baies se fait de manière manuelle également. On n'a pas spécialement de casquette en façade, donc on a une façade plutôt lisse. Ça va avoir un impact aussi sur le confort d'été. On a un ratio d'ouverture des baies. Alors, le ratio d'ouverture des baies, ici, qui est de 40%, qui caractérise en fait la surventilation, enfin le débit volumique d'air qu'on va faire rentrer dans le bâtiment quand on ouvre les fenêtres. Donc, 0,4, ça équivaut à des baies coulissantes. Ça équivaudrait aussi à une ouverture à la française avec une 50% d'allège fixe, en fait. Une allège fixe, par exemple, une allège fixe plus une partie ouvrante au-dessus. On a une orientation du bâtiment qui est nord-sud, pas de surventilation mécanique, pas de rafraîchissement adiabatique. On a un bypass sur l'échangeur de la double flux. Alors ça permet de shunter l'échangeur si jamais on est dans des situations, notamment en été, pour lesquelles on n'a pas intérêt à échanger l'air intérieur avec l'air extérieur, pour ne pas réchauffer le bâtiment. Voilà, donc on est en inertie thermique considérée lourde, on n'a pas de pluie climatique. La couleur de notre façade est considérée de couleur moyenne avec un alpha qui est l'absorption solaire de 0,6. Ces prestations nous permettent d'arriver à une DDH qui sont à 2589, vous voyez, pour un seuil qui est à 2600. Donc on est vraiment tout juste réglementaire. Vous avez ici le seuil à 350 qui est le seuil de déclenchement finalement de entre guillemets, le forfait de froid. Et on va voir justement des sensibilités en fonction de différents paramètres à travers la modification des protections mobiles et des baies. Juste une remarque sur les 5%. Voilà, quelqu'un qui est agréablement surpris par le surcoût, seulement de 5% pour atteindre l'AR 2020. Une remarque par rapport à cette surprise agréable selon... Non, je n'ai pas forcément de... La réalité, quoi. Ouais. C'est ce qui est observé. Ouais. Très bien. Après, c'est évidemment, en ce moment, tous les projets ont des surcoûts indépendamment de l'AR 2020. Voilà. Et il y a une remarque aussi, vous indiquez ventilation est égale 100 et vous donnez DF avec bypass. Bizarre, non? Ventilation, on est en double flux. C'est sur ventilation, je pense. C'était sur ventilation. Il doit y avoir un doublon, parce qu'effectivement, c'est déjà indiqué sans surventilation. Alors, si on regarde les sensibilités, on a fait différentes sensibilités aux paramètres en changeant juste le paramètre en question. Donc, si on remplace les stores extérieurs à gestion manuelle par des brise-soleil orientables, avec gestion sun tracking, alors là, on est dans le top du top, on va être du BSO, hein, puisque on est sur des BSO qui permettent à gestion automatique, en fait, qui vont également orienter leur lame en fonction de l'angle d'incidence du soleil. C'est à la fois une gestion automatique et en plus une inclinaison des lames qui est optimisée. Donc, ça nous permet ici de gagner l'équivalent de 900 degrés heure, d'améliorer considérablement le confort d'été. Si on joue sur l'architecture du bâtiment, si on ajoute une casquette, notamment en façade sud, de 1 mètre de longueur, de 1 mètre de profondeur, je dirais plutôt, on voit que ça nous fait gagner déjà 300 BH. Vous voyez que déjà l'architecture même du bâtiment permet d'influer sur le confort d'été. Si on optimise le ratio d'ouverture des baies, si on permet en fait davantage de rafraîchissement passif par ouverture de fenêtre, tout en gardant la même surface de fenêtre, on voit qu'on gagne à peu près 400 degrés heure. L'ouverture automatisée des baies, alors l'ouverture automatisée des baies, on gagne énormément, on voit qu'on tombe à 700 degrés heure. Pourquoi? C'est qu'en fait, on considère que dans le cas de l'ouverture automatisée, ça nous permet d'ouvrir la nuit automatiquement les baies, ce qui pose d'autres problématiques. Sur la double flux, en revanche, si on voit qu'on n'a pas de bypass sur l'échangeur, on augmente considérablement les degrés heure. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous avez un moment dans la journée où vous avez 25 degrés à l'intérieur et que vous avez je dirais même 28 degrés à l'intérieur et 20 degrés à l'extérieur, vous comprenez bien que vous n'avez aucun intérêt à réchauffer l'air entrant par échange thermique. Donc, on a plutôt intérêt à faire rentrer l'air à 20 degrés directement pour rafraîchir le bâtiment. Question du coup, quel type de stores manuels ont été considérés à l'extérieur dans le cas de base? C'est des stores guidés classiques. Bien. Avez-vous étudié l'impact de l'étanchéité des réseaux aéroliques sur le degré heure, s'il vous plaît? Je ne crois pas qu'on ait fait cette sensibilité-là. Non, je n'en ai pas fait. Non.
Il y a d'autres questions, alors ça enchaîne, là. Il y en a quelques-unes. Pourquoi ne pas avoir indiqué l'impact du rafraîchissement adiabatique? Ah, on y va. Bon, Ça arrive. ce sera la- Ou des retours d'expérience sur l'usage des BSO et ouverture de baies motorisées? tout ce qui est protection solaire extérieure, il faut effectivement qu'il y ait une résistance mécanique au vent particulièrement performante. Ça, c'est le retour effectivement d'expérience qu'on a sur pas mal de projets. Encore une dernière question. La modification des caractéristiques d'ouverture manuelle des menuiseries a-t-elle un impact sur le degré heure? Delta, θ intérieur, extérieur. Alors, excusez-moi. La modification des caractéristiques d'ouverture manuelle des menuiseries a-t-elle un impact sur le degré heure? En gestion manuelle, en gestion manuelle, en fait, on considère que c'est l'occupant, enfin, c'est le. Justement, il y a une. En fait, en gestion manuelle, on va pas. Là, on serait plutôt en gestion automatique si on joue sur justement l'ouverture en fonction du delta T intérieur-extérieur. En gestion manuelle, justement, on considère, si justement on gagne un certain nombre de degrés heure entre la gestion manuelle et la gestion automatique, on considère que c'est justement par l'automatisation des ouvertures. En gestion manuelle, on considère que l'occupant n'est pas parfait, il n'est pas forcément toujours là ou toujours, qu'il ne va pas forcément fermer ou ouvrir la protection au bon moment. Et du coup, il y a un algorithme qui est plus défavorable qu'en gestion automatique. Donc non, en fait, en gestion manuelle, on ne joue pas sur le delta T. Une question, l'impact des matériaux biosourcés est-il considéré dans les 5% d'augmentation? Oui, mais attention parce que en fait, ce 5%, il correspond au seuil 2022 du lycée construction. On va voir que sur le lycée construction, on a aussi une progressivité des seuils qui ne seront pas les mêmes en 2025, en 2028 et 2031. Donc, l'emploi de matériaux biosourcés ne sera pas aussi renforcé en 2022 qu'en 2025, 2028 et 2031. Là, l'idée, c'était vraiment de regarder un bâtiment qui répond aux exigences 2022. On n'a pas cherché à aller plus loin et je vous expliquerai pourquoi cette étude, elle a plus d'1 an et demi. On a mis du temps à la terminer. Pas du tout à cause de Laurent, mais je vous expliquerai pourquoi pour la partie façade, façade rideau vitré. Et donc, c'est pour ça que nous, dans notre base, quand on a fait cette étude, l'idée, c'est de se dire, on se met par rapport au seuil 2022. Alors pour terminer sur la slide précédente, faut bien avoir à l'esprit évidemment que comme disait Charlie tout à l'heure, toutes les solutions ont un impact conjoint à la fois sur le confort d'été, mais également sur le carbone et sur l'énergie. Notamment, si on met en place des BSO, il faut penser à prendre en compte leur impact carbone, qui selon le produit, pas forcément négligeable. Pour l'ouverture automatisée des baies, en pratique courante, ça pose des problématiques de sécurité, puisqu'en fait, on considère que ouvrir les baies la nuit, c'est pas toujours possible. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est pas souvent fait, mais on voit que c'est quelque chose qui améliorerait quand même considérablement le confort d'été des bâtiments, notamment tertiaires. Sur la surventilation mécanique nocturne, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que selon la régulation de la surventilation nocturne, c'est la mécanique, on va avoir des consommations, une hausse des consommations d'énergie primaire plus ou moins importantes. On estime que pour que ce soit intéressant d'un point de vue énergétique, il faut quand même que ça se déclenche à partir d'un delta T entre l'intérieur et l'extérieur qui soit au moins de 7-8 degrés. Donc autrement dit, si vous avez 28 à l'intérieur, il faut que la température extérieure soit inférieure à 20 degrés pour que ça ait un intérêt finalement à être déclenché. Si vous le déclenchez à 26 degrés, en fait, vous allez juste consommer beaucoup d'énergie pour un gain qui sera négligeable. Juste une remarque, cas de base, ce sont des volets roulants? Non, on est en store. Là, on est sur du bâtiment de bureau. C'est vrai que le volet roulant, c'est moins classique, c'est plus classique en logement qu'en bâtiment de bureau, parce que le but, c'est quand même d'avoir une protection solaire qui permette quand même un peu de lumière dans la pièce quand même. Et encore une question, y a-t-il des contre-indications à l'ouverture automatisée des baies? Réglementation incendie, des sans-fumage? Ça, je dirais, c'est vraiment propre à chaque projet. En général, c'est plutôt des problématiques de sécurité qui se posent. Alors justement, on parlait de rafraîchissement adiabatique. On a testé cette fois des systèmes de rafraîchissement passif, donc sans climatisation. Donc on a ajouté un puits climatique au bâtiment. Donc le bâtiment est resté tel quel, sauf qu'on a adjoint finalement à double flux un puits climatique qui permet, vous voyez, de diminuer quasiment d'un facteur 2 les degrés heure.
Alors, les brasseurs d'air, vous voyez qu'on a les mêmes degrés heure que dans le cas de base. Ça peut paraître étonnant. Mais en fait, il faut savoir que les brasseurs d'air ne sont pris en compte, ne sont considérés dans le moteur de calcul que si le bâtiment n'est pas climatisé. On considère que finalement, si un bâtiment est climatisé, ça a moins de sens de mettre en œuvre des brasseurs d'air. Et enfin, la solution, effectivement, rafraîchissement adiabatique qui permet de tomber en dessous du seuil de 350 degrés. Pour le climatique, vous avez des relevés in situ qui sont... Ouais, si vous avez des questions sur le puits climatique, n'hésitez pas à nous les poser. On a une solution chez Pan Building. Il y a Maxime qui doit être certainement présent. Et à chaque fois, on a des relevés in situ, justement des températures pour montrer l'action du puits climatique en réel. Et enfin, des sensibilités sur la conception et le bâti. Alors, on a ici fait un test en diminuant légèrement l'inertie, en passant plutôt sur une façade et un plancher en bois, par exemple. On voit que ça augmente à peu près de 130 degrés heure. On passe du coup au-dessus du seuil réglementaire. Là, il faudrait optimiser notre bâtiment. Ensuite, on a fait des sensibilités sur la couleur de la façade. Donc, un enduit plutôt de couleur foncée ou un enduit plutôt très clair. Et vous voyez que, mine de rien, ça joue quand même sur 300 degrés heure. C'est pas, on ne va pas diminuer d'un facteur 2, hein, puisqu'en fait, on est sur des bâtiments qui sont isolés, donc finalement, le facteur solaire de la façade reste assez faible. Néanmoins, c'est un facteur qui joue sur le confort d'été. L'humidité est-elle comprise dans le calcul adiabatique? Oui. En fait, oui, c'est à travers je dirais, selon la zone climatique dans laquelle on va affecter ce rafraîchissement adiabatique, on va avoir une efficacité plus ou moins importante. Alors attention, parce qu'évidemment, pour chaque zone climatique, on a une station météo de référence qui ne reflète pas forcément l'entièreté de la zone. Ça reste, comme le disait Charlie, ça reste un calcul conventionnel. Il y a plusieurs questions sur la diabétique. On va essayer en synthèse. La diabétique pose-t-il des problèmes de risque sanitaire? Et le cas de base, c'est le rafraîchissement juste avec le VRD? Alors, alors, attention, parce que dans le degré heure, en fait, les degrés heure sont calculés sans climatisation, évidemment. En fait, on n'aurait pas d'inconfort. Allons-y. On est comment sur le timing? Juste, on fait un point timing. 14h52. Faut pas perdre de temps, on est dans les temps, donc toutes les questions. Tout va bien. Tout va bien. Ok. Alors, rapidement sur le puits climatique, si vous avez des questions, on a un guide qui a été fait justement entre PAM Building et Tribu Énergie, qui est là pour accompagner les bureaux d'études, et on vous accompagne, bureaux d'études, sur comment bien modéliser dans le moteur de calcul RE2020 et comment bien dimensionner les puits climatiques. Donc, vous pouvez retrouver ce guide si vous avez des questions, vous nous contactez, vous aurez nos contacts, et on vous met en relation avec les personnes de chez PAM Building. Une question. Dans un bâtiment à inertie légère, faut-il privilégier la climatisation aux solutions passives? Alors, ce n'est pas le but. Je dirais effectivement, dans un bâtiment à inertie légère, on peut avoir des problématiques. On va avoir un bâtiment qui va monter plus vite en température. Néanmoins, s'il monte plus vite en température, ça veut dire qu'il diminue aussi plus vite en température si, par exemple, on met en place une surventilation nocturne. Donc, c'est pas forcément une raison suffisante à installer un système de climatisation. Je dirais le système de climatisation, c'est vraiment en dernier recours. Voilà. L'idée, c'est vraiment toujours de limiter l'usage de la climatisation. Et plutôt que de mettre une climatisation, vous pouvez très bien mettre un puits climatique. Comme vous voyez ici, il y a le dessin. La température en entrée d'air, si elle est à 30 degrés, elle ressort à 20 degrés à l'intérieur de mon bâtiment, en passant par le sol. Donc, il y a d'autres solutions à la climatisation. Et l'idée, c'est toujours ça, c'est de repousser au dernier moment l'usage de la climatisation. Toujours nos boîtiers écumes. Donc, on avait fait les campagnes de mesure en hiver. On a fait les mêmes campagnes de mesure en été. En été, la température de référence de confort, elle est de 26 degrés dans le moteur de calcul. De ce que l'on voit de nos campagnes de mesure, en été, la température moyenne relevée par nos boîtiers écumes, elle est quand même plus basse que les 26 degrés. Elle est aux alentours de 24,8 degrés.
Maintenant, avec Mickaël, on a voulu vous faire un petit focus sur l'impact de l'isolation sur le confort d'été. Alors, on va vous présenter, je sais qu'on est là sur une partie tertiaire, on va vous présenter des résultats pour la maison individuelle, parce qu'on a fait ces calculs avec le bureau d'études Bastide-Mondeau sur la partie maison individuelle. Les conclusions en tertiaire seront exactement les mêmes. Tu veux ajouter un mot, Mickaël, là-dessus ou pas? Oui, parce que c'est un sujet qu'on entend régulièrement, il y a beaucoup de débats, et c'est nous, les premiers, on a été agréablement surpris, et parfois désagréablement, mais ce qui est des résultats. Mais ce qui compte, c'est justement d'avoir un œil ouvert et pour dire d'avancer sur ces sujets de conformité pour que les usagers soient en situation de confort réel. Voilà, parce qu'on entend beaucoup de choses sur l'impact de l'isolant, de la nature de l'isolant sur le confort d'été. Et nous, en étant multimatériaux, on se devait justement de creuser le sujet pour avoir une réponse technique qui est la plus juste de ce que l'on voit. Donc, on est dans une maison, on va regarder le nombre de degrés heure entre une maison sans isolation et une maison, la même maison, quand je lui ajoute une isolation, avec un niveau de performance équivalent RE2020. Cette maison, on va regarder le nombre de degrés heure dans le nord de la France et dans le sud de la France. Hop, donc si j'ai la maison sans isolation, par exemple dans le sud-est de la France, j'ai 1821 degrés heure. Je suis nettement au-dessus des 1250 degrés heure. Maintenant, quand j'isole mon bâtiment, je vois qu'isoler l'ensemble des parois opaques, c'est-à-dire que je vais isoler les combles, les murs et le plancher bas, je vais diviser par 2 l'inconfort en été. Je passe dans le sud-est de la France de 1821 degrés heure à 881 degrés heure. Donc on voit, voilà, isoler, ça permet de diviser par 2 l'inconfort en été. Maintenant, on s'est posé la question, quel est l'impact de la nature de l'isolant sur le confort d'été? Dans la RE2020, il y a 3 méthodes de calcul pour calculer l'inertie d'un bâtiment. L'inertie, c'est la capacité à stocker puis à restituer la chaleur. Et l'inertie, elle va avoir un impact important sur le nombre de degrés heure. Dans ces 3 méthodes de calcul, il y a une méthode qu'on dit forfaitaire, qui est une méthode très simplifiée, qui est sécuritaire parce que c'est très simplifié. Il y a la méthode par point, tu me couperas si je dis une bêtise, mais qui est la méthode qui est la plus utilisée par les bureaux d'études, qui est une méthode qui est simplifiée. Et après, il y a une troisième méthode, mais qui, je crois, est peu utilisée par les bureaux d'études, qui est la méthode détaillée, qui va utiliser une norme, la NFEN ISO 13786. Et donc, nous, ce qu'on a fait, on va regarder le nombre de degrés heure pour une maison selon les 3 méthodes de calcul de l'inertie et selon différentes natures d'isolants. On est sur une maison qui est dans le nord de la France. Donc, à gauche, on regarde le nombre de degrés heure quand j'utilise la méthode forfaitaire et la méthode de calcul des points. Dans les 2 cas, on est à 591 degrés heure. Et maintenant, je vais regarder ce qui se passe quand j'utilise la méthode calcul de l'inertie selon la norme et selon 3 natures d'isolants, de la fibre de bois, de la laine de roche et de la laine de verre. Donc, le premier constat que je peux faire, je vous l'ai dit tout à l'heure, entre la méthode forfaitaire et la méthode par point, il n'y a pas d'écart de degrés. Maintenant, quand je regarde entre ces 2 méthodes-là et la méthode selon le calcul de l'inertie selon la norme, je vois que si j'utilise la méthode selon la norme, ça conduit à une réduction de l'ordre de 5 à 10% du nombre de degrés heure par rapport aux méthodes forfaitaires et par point. Maintenant, si je fais un focus selon la nature de l'isolant, ce que je remarque, c'est qu'à performance thermique équivalente, la nature de l'isolant, elle a une incidence négligeable sur le confort d'été. On voit que j'ai un delta max de 26 degrés heure sur une année. Donc l'idée, là, c'est vraiment de dire attention à un discours réducteur sur le confort d'été. Un produit, un isolant, il est toujours utilisé dans un système. Ce système, il va composer une paroi. Un bâtiment, c'est systématiquement un ensemble de parois avec des usagers. Donc attention aux comparaisons qui sont uniquement à l'échelle produit. Il faut toujours regarder le produit dans son ensemble. Donc ce qu'on voit été comme hiver, ce qui est important, c'est d'isoler avec le bon niveau de performance. On voit bien qu'on divise par 2 le nombre de degrés heure entre une maison qui n'est pas isolée et une maison qui est isolée. L'impact de la nature de l'isolant sur le confort d'été, dans ce qu'on a vu, elle est négligeable, elle est de l'ordre de 26 degrés, donc c'est quasiment rien. Maintenant, si vous souhaitez apporter de l'inertie en construction légère, je vous recommande d'aller voir une solution que l'on a développée, qui est la technologie Terlian, qui est un système à destination des parois murales et qui va être un mix de terre stabilisée avec des fibres biosourcées et un liant minéral bas carbone, et ce qui va permettre justement d'apporter de l'inertie. Vous aurez le lien ici vers Latex de Terlian. Est-ce qu'il y a des questions, Mickaël? Alors, qui revenait sur les brasseurs d'air. Du coup, pardon, je reviens sur l'impact des brasseurs d'air dans le cadre d'un bâtiment climatisé. Je ne comprends pas pourquoi leur impact n'est pas considéré, car leur activation permettra de retarder la mise en route de la climatisation. Ou alors, je n'ai pas compris ce que vous avez dit.
Oui, Si, mais c'est la méthode, hein. C'est la méthode parce que l'utilisateur va mettre plus facilement la climatisation que le brasseur, et donc la méthode considère la climatisation et que le brasseur n'a pas d'impact. C'est ça. En fait, la méthode considère que dès lors qu'on est climatisé, on ne va pas utiliser de brasseur d'air. Après, je suis d'accord avec cet intervenant. On pourrait avoir l'utilisation d'un brasseur d'air pour avoir, par exemple, pour augmenter la température de consigne de la climatisation, parce qu'on sait que selon le taux de brassage de l'air, finalement, on va diminuer la température ressentie, et donc en climatisant par exemple à 28 degrés, on aura plus une sensation de 26 degrés avec le brasseur d'air. Je suis d'accord. C'est la méthode. Deux questions du coup, parce qu'on était revenu en arrière, on revient à l'instant. Pourtant, le déphasage apporte un confort. Non, parce qu'en fait, voilà, c'est quand je compare, il faut toujours comparer mon isolant. Ma maison n'est pas composée que d'isolant, en fait. Une paroi, il y a beaucoup d'éléments. Donc, cette histoire de déphasage, c'est uniquement à l'échelle produit, et j'ai jamais une maison qui est composée que d'isolant. Pouvez-vous revenir sur la diapo avec les différents types d'isolants, pas d'impact du déphasage entre les différents matériaux? On voit un petit impact de l'ordre de 26 degrés heure entre une fibre de bois et une laine de verre, mais cet impact, il est extrêmement négligeable. Par rapport au cas d'avant, où on voyait entre avec et sans isolant, en zone H1A, je passe de 940 degrés heure à 500 degrés heure. Je divise quasiment par 2 le nombre de degrés heure. Quand je change la nature de mon isolant, je joue de l'ordre de 26 degrés heure. Donc c'est vraiment négligeable. Il faut se dire que l'isolant, en fait, même s'il est très dense, il a très très peu d'inertie par rapport à d'autres matériaux qui vont composer le bâtiment. Et que la notion de déphasage, effectivement, elle a un sens au niveau produit et dans un régime statique. Mais quand on est dans un bâtiment en régime dynamique, en fait, on voit que ça n'a plus de sens. Et l'impact de l'ITE versus l'ITI? Alors là, effectivement, dans ce cas-là, je suis en ITI. En ITE, quel que soit l'isolant, ça aurait été pareil, les conclusions auraient été pareilles. J'aurais un nombre de degrés heure un peu plus faible en ITE, parce que ça me permet, là je suis dans une maison en bloc béton, ça me permet de conserver justement l'inertie de mon bloc béton. Maintenant, une ITE seule ne rend pas le bâtiment confortable. Il faut toujours se protéger, soit mettre des vitrages à contrôle solaire avec une protection mobile rapportée. Voilà, il y a tout un ensemble de solutions à mettre en place. En fait, sur le confort d'été, ce n'est pas une solution, mais un ensemble de solutions à penser. Donc, il y a justement un complémentaire. L'étude de résilience disponible sur la librairie ADEME confirme les propos sur l'impact de l'isolant. Et il y avait une question aussi sur revenir sur la stade du puits canadien. On va quand même avancer, mais vous l'aurez, vous inquiétez pas. Voilà, la présentation. Et pour le puits canadien, vous pouvez aller voir Maxime Papin sur LinkedIn, qui aura toutes les réponses. Il répond en ce moment. Pareil. Donc, c'est tout bon. Voilà. Maintenant, ce qu'on vous propose, c'est de basculer sur la partie façade rideau vitré. Juste une dernière question. Aurait-on les mêmes résultats avec une inertie plus légère? Oui. On a des résultats similaires. Maintenant, on bascule sur la partie façade rideau vitré. Donc là, on va regarder quel est l'impact selon différentes natures de vitrage, de protection mobile et de leur gestion. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on a mis un peu de temps à sortir cette étude. Vous allez comprendre pourquoi. Pour la partie façade rideau vitré, on a eu des résultats dans un premier temps qu'on n'arrivait pas forcément à expliquer. Et donc, ça nous a pris un peu de temps pour comprendre. Ici, à gauche, vous avez un cas avec un certain nombre de degrés heure. On est en zone H1A pour le bâtiment en façade rideau vitré. Vous avez ici le résultat, 758 degrés heure. Donc là, c'est vraiment des messages à destination des bureaux d'études. 758 degrés heure, c'est quand on est avec des valeurs intégrées, et 532 degrés heure, donc 226 degrés heure de différence, c'est pour avec une combinaison avec mon vitrage avec des valeurs spectrales. Les valeurs intégrées, en fait, Ange, tu peux valeurs intégrées spectrales, tu seras peut-être mieux en parler. Oui, les valeurs intégrées, ce sont des valeurs moyennes, en tout cas des flux, en tout cas du flux solaire impactant le vitrage, donc en transmission des infrarouges au niveau des. Parle bien fort. Ah oui, on entend pas. Donc c'est le flux solaire qui tape sur le vitrage, donc transmet en fait de l'énergie, soit en luminosité, soit en énergie solaire. Et donc sur la partie valeur intégrée, on est sur des valeurs moyennes pondérées, alors que sur les valeurs spectrales, on est sur les longueurs du flux solaire. Et donc on est beaucoup plus fin en termes de performance. Est-ce que c'est assez clair?
Ouais, c'est parfait comme explication. Et donc là, quand vous regardez vos fiches produits sur Edibatech, par exemple, et j'ai encore regardé hier, on vous dit si sont des valeurs pondérées ou des données avec des valeurs spectrales. Et on voit quand on utilise des produits avec des valeurs spectrales, ça va nous permettre d'avoir un nombre de degrés-heure meilleur qu'avec des produits avec des valeurs intégrées. Ça te va, Laurent, comme explication? Et j'ajouterais, comme tu l'as écrit, qu'il faut bien voir les valeurs spectrales à la fois pour le vitrage et la protection solaire. Ouais. C'est vraiment le couple qui est important. Et donc, du coup, nous, je sais que sur beaucoup de gammes de vitrage, on a été déclaré des valeurs spectrales. Et donc, c'est pour ça que ça nous a mis du temps de comprendre pourquoi les résultats. On s'interrogeait sur les résultats avec le moteur de calcul RO 2020 et on a finalement réussi, avec le travail de toute la partie vitrage et Laurent, à avoir la réponse. Que veut dire swap? Alors, swap, c'est ce qui est noté tout en bas. En fait, c'est le facteur solaire avec prenant en compte la protection solaire DC. C'est le facteur solaire, c'est-à-dire la proportion d'énergie qui va rentrer dans le bâtiment avec le couple, finalement, vitrage, protection solaire, BC. Donc, on a fait différents tests sur ce bâtiment de bureau, sur la base d'une façade rideau sur 100% de la façade, vitrée à hauteur de 65%. Cette façade rideau, elle est considérée ouvrable enfin, elle a un ratio d'ouverture d'un quart, donc 25%. On a fait différents tests, notamment modifier l'orientation en passant d'une orientation nord-sud à est-ouest. Dans cette partie, on va regarder à la fois le BBio, le CEPNR et surtout les DH. Et en fait, on a testé à la fois différents types de vitrages, différents types de protection solaire, enfin différents positionnements en fait de la protection solaire et différentes gestions de ces protections solaires. Donc, il y a vraiment beaucoup d'informations croisées. Je te laisse faire. Dans un premier cas, oui, enfin, on a deux cas dans un premier temps qui sont affichés ici. On voit qu'on dépasse largement le seuil de 2600 degrés heure. On est autour des 4000. Dans deux cas très différents finalement, parce que dans le premier cas, on est sur un double vitrage entre guillemets standard, c'est-à-dire qui Sans contrôle solaire. Sans contrôle solaire, voilà. Donc on a un vitrage assez classique, auquel on va rajouter des stores extérieurs, en position extérieure, avec une gestion manuelle motorisée. Des télécommandes, par exemple. Dans le deuxième cas, on est par contre sur des vitrages à contrôle solaire seuls. C'est-à-dire qu'on n'a pas de protection solaire, on a juste des vitrages à contrôle solaire, donc qui permettent de diminuer finalement le rayonnement solaire. Et vous voyez que rien qu'en passant d'un double vitrage classique à un double vitrage à contrôle solaire, ça nous permet finalement d'avoir des résultats sensiblement identiques en supprimant la protection solaire. Bon, mais dans les deux cas, on n'est pas réglementaire. Que ce soit d'ailleurs au niveau des DH, mais également au niveau du BBio et du CEP. Maintenant, on va on va passer en vitrage à contrôle solaire dans les deux cas. On va, par rapport au deuxième cas, en fait, dans le troisième cas, on va ajouter des stores intérieurs au vitrage à contrôle solaire. Et dans le deuxième cas, des stores extérieurs, avec un vitrage à contrôle solaire qui est également un petit peu plus renforcé. Vous voyez que dans le quatrième cas, on arrive enfin à respecter le seuil de DH avec des DH qui sont à 2300, donc confortablement en dessous du seuil d'exigence. Vous voyez ici le delta finalement qui caractérise la différence entre un store intérieur et un store extérieur. Alors évidemment, quand vous avez un store extérieur, c'est beaucoup plus performant qu'un store intérieur parce qu'une partie de l'énergie est déjà pénétrée dans le bâtiment dans le cadre d'un store intérieur. Vous avez également le delta entre la performance d'un vitrage classique avec un vitrage à contrôle solaire. Alors, je suis peut-être allé un petit peu vite dans mes passages. Vous voyez qu'ici, entre le premier et le quatrième cas, qu'est-ce qui change en fait? On a changé tout simplement de vitrage. On est passé d'un vitrage standard à un vitrage à contrôle solaire et ça nous permet quand même de gagner 1700 DH. Donc, c'est quand même assez conséquent. Donc, attention au choix du vitrage, c'est quelque chose qui est très impactant sur le confort d'été. Vous avez ici l'impact de la performance du store intérieur, ici, qui est loin d'être négligeable, puisque ça nous permet quand même de diminuer de 900 degrés heure, enfin de 1000 degrés heure même,
par rapport à l'absence de protection solaire. La question, donc dans le troisième cas, pourquoi les protections intérieures ont un impact si important sur le degré heure par rapport à l'absence de protection? Et ensuite, quel impact sur les besoins d'éclairage du BBO en bureau en fonction de la présence des protections solaires, intérieures ou extérieures? Alors sur la dernière question, sur l'influence sur le BBO, que ce soit en store intérieur ou store extérieur, je dirais que ça n'influe pas tellement sur le BBO éclairage. En fait, ce qui va influer, c'est plutôt la transmission lumineuse du store une fois baissé. Ça dépendra plus de sa couleur finalement que de sa position, qu'il soit en intérieur ou en extérieur. Ce sera plutôt le facteur discriminant. Et la première question, pardon, c'était... Dans le troisième cas, pourquoi les protections intérieures ont un impact si important sur le degré heure par rapport à l'absence de protection? Parce que justement, en fait, ça nous permet, si on retourne en arrière sur le slide qu'a montré Charlie, vous voyez que d'un facteur solaire qui est autour de 30%, je passe en valeur spectrale avec un store intérieur à un facteur solaire qui est inférieur à 0,1. Donc on diminue considérablement quand même le facteur solaire de notre couple vitrage protection solaire. Voilà, donc si je continue, on voit que dans le quatrième cas, on respecterait tous les critères, alors ces constructions à vérifier évidemment, DH, BBio et CEP, en tout cas BBio seuil 2022. Maintenant, on va essayer d'aller encore plus loin. On a différents cas de figure, encore une fois. On a gardé le vitrage contrôle solaire extrême 61-29 et on est cette fois en protection alternativement intérieure et extérieure, mais cette fois avec des stores à gestion automatisée. Vous voyez que là, ça nous permet de gagner également plus ou moins 100 DH entre le type de vitrage, entre un extrême 61-29 et un extrême 50-22. Vous voyez qu'il y a à peu près 100 DH d'écart. Et nickel. Sans te couper, hein, sinon quel type de protection solaire intérieure est considéré? Forme, couleur? Toile. Toile, c'était un store de plutôt couleur claire de mémoire. Et plutôt performant quand même pour l'instant. Et est-ce que vous avez déjà réalisé des campagnes de mesure dans des bâtiments avec vitrage normal d'un côté et vitrage à contrôle solaire? Par exemple, on a instrumentalisé une campagne de démonstration où on montre un vitrage de contrôle solaire et un vitrage standard, et derrière avec une radiation, en tout cas d'énergie sur le verre, et derrière avec un morceau de chocolat pour montrer en fait que le vitrage de contrôle solaire prend un certain temps lorsqu'il est radié, qui contrôle en fait les flux solaires. Et donc oui, on a une petite campagne qui démontre un petit peu ce type explicatif de l'impact du contrôle solaire sur... Le vitrage à contrôle solaire est-il intéressant par rapport à une protection solaire mobile extérieure dans le cas d'un bâtiment non climatisé? Alors justement, enfin, c'est ce qu'on voit à travers ces exemples. C'est aussi un choix architectural, hein. C'est d'avoir des stores extérieurs ou pas. C'est un choix technique, puisqu'on a des contraintes, notamment sur des bâtiments de grande hauteur, les protections solaires extérieures, ça peut être éventuellement problématique. Donc je dirais que il y a un choix qui peut être fait. Chacun a ses avantages, ses inconvénients. Je dirais que en revanche, ce qu'on peut dire sur un vitrage, le couple vitrage clair et store extérieur, effectivement, en hiver, ça va permettre d'avoir davantage d'apport solaire que sur un bâtiment qui serait équipé uniquement avec des vitrages à contrôle solaire qui vont laisser moins d'énergie pénétrer dans le bâtiment. Après, je dirais que ça dépend aussi de la zone climatique. Si l'enjeu, c'est plutôt le confort d'été et la climatisation, ou si l'enjeu est plutôt sur le chauffage. Sur des bâtiments sur le pourtour méditerranéen, on sait que typiquement, l'enjeu, c'est plutôt le confort d'été et la clim. Donc, d'avoir
moins de rayonnement solaire l'hiver, ça ne va pas forcément être très impactant. Et au contraire, d'avoir le vitrage à contrôle solaire, ça va permettre de limiter fortement en été, tout en permettant aux occupants d'avoir quand même accès à la lumière du jour. Après, sur les vitrages à contrôle solaire, on a vraiment une gamme qui est très large et on ne va pas forcément mettre les mêmes vitrages dans le nord de la France que dans le sud de la France. Et de toute façon, pour être aérodinvant, il faut un vitrage performant et une protection mobile. Aujourd'hui, il n'y aura plus de bâtiments sans protection mobile. Et le fait, en fait, ce qu'on veut montrer là dans ces exemples, c'est que la protection solaire, en fait, il faut l'avoir globale. Et le vitrage, c'est un élément et dont les vitrages à contrôle solaire, il faut les voir comme un élément de la protection solaire globale des parois vitrées, avec les protections et avec leur gestion, en fait. Et ce qu'on montre là dans les résultats, c'est que justement, les vitrages à contrôle solaire, ça va apporter un confort supplémentaire par rapport à un vitrage standard. Bien sûr, il va falloir, et c'est là où on est là pour vous accompagner avec Ange et les gens de son équipe, pour que vous choisissiez la bonne solution de vitrage à contrôle solaire par rapport à vos problématiques et où vous allez faire votre bâtiment. Et la force justement de ce type de technologie, c'est que par rapport à un poseur, ça ne va pas lui changer ses habitudes de pose en fait. Pour lui, si je fais un mauvais jeu de mots, ça va être transparent pour lui. Ouais, oui, alors là, du coup, c'est un emballement des questions. On voit que ça intéresse. Pouvez-vous donner quelques ordres de grandeur sur les surcoûts correspondants? Je vais passer à un vitrage classique et un vitrage à contrôle solaire. C'est quoi le surcoût? Un ordre d'idée. En général, un ordre d'idée, c'est plus le pourcentage, en tout cas, du coût du vitrage par rapport à un châssis ou une façade en dos. On a plutôt une échelle où on sait que sur un châssis une menuiserie, on est entre 7 et 15%, en tout cas, le coût du vitrage par rapport à l'ensemble du système de vitrage du châssis. Et donc, après, il faut rentrer vraiment dans le détail des projets, puisqu'il y a des nécessités effectivement du contrôle solaire, mais aussi il y a d'autres questions qui sont liées à la sécurité. Et donc, évidemment, si on se rapproche de nos équipes, on pourra apporter en tout cas la réponse précise par rapport à ce type de questions. Moi, de ce que j'entends donc du référent que j'ai en Auvergne-Rhône-Alpes, qui est besoin de chasser en prescription, charrette de prescription pour toute la région sud-est, c'est que c'est du coup, sur une miserie complète, c'est 5%, c'est de cet ordre-là. Donc, voilà, ça vous donne un ordre d'idée. Avez-vous considéré les stores vénitiens d'intérieur? Alors là, on est plutôt sur du store-toile. Le Xtreme 2 50-22 est-il pénalisant en confort d'hiver? En confort d'hiver, non. Alors après, effectivement, c'est ce que je disais, c'est que bien évidemment, plus vous allez réduire le facteur solaire, plus vous allez augmenter finalement les besoins de chauffage. Mais il faut voir ça en parallèle des besoins de froid et des besoins d'éclairage. Donc là, Charlie a affiché les résultats qu'on peut avoir vis-à-vis des seuils de BBio notamment, de bio et CEP. Et vous voyez que même avec un vitrage à contrôle solaire, on respecterait, dans le cas présenté ici, les quatre derniers cas, finalement, on respecterait les seuils 2025, voire les seuils 2028. Et on voit qu'en fait, en bâtiment de bureau, c'est là aussi il faut tenir compte du type de bâtiment, parce qu'on n'a pas la même répartition entre besoin de chauffage et de refroidissement éclairage quand on est en logement et en bureau. C'est vrai qu'en vitrage en bureau, le vitrage à contrôle solaire se justifie d'autant plus qu'on a des besoins de froid très élevés. Quel est l'impact des vitrages à contrôle solaire sur les consommations de chauffage? Apport gratuit diminué? Point d'interrogation. Oui, c'est ce que je disais. Tu fais un rapport en chaud, mais tu gagnes en froid en fait. Donc, Il y a quasiment terminé toutes oui. les saisons, en fait. Faut apporter une réponse sur le choix. Alors, il y a une question aussi. Quelle confiance a-t-on dans la pertinence du moteur de calcul RE 2020? Autrement dit, les équations qui le régissent font-elles l'unanimité? Et comment la communauté est-elle à l'abri d'un bug? Car tout le monde les utilise et constate les résultats, mais personne ne les vérifie. Alors, les gros bugs, honnêtement, faut savoir que dans le cadre du GTM, du groupe de travail modélisateur, auquel on a participé dans le cadre du premier groupe de travail en fait qui était en charge d'élaborer les seuils sur les premiers bâtiments soumis, donc maison, immeuble collectif, bureau et enseignement. On a eu une succession, justement, je crois qu'en tout, on a tu vas avoir une dizaine de versions de moteurs de calcul, parce que justement, on s'apercevait de bugs, de certains bugs,
Et justement, cette phase de test, cette phase d'élaboration d'argumentation a permis de lever ces bugs qu'on a pu rencontrer. Donc, le moteur de calcul, honnêtement, il est quand même utilisé par des centaines, voire des milliers de bureaux d'études en France aujourd'hui. Donc, les bugs, on les voit. Donc, il a été largement consolidé en fait au fur et à mesure de son utilisation. On n'est pas à l'abri évidemment d'un bug éventuel sur un sujet en particulier, mais globalement, il est quand même assez robuste. Alors, je vois qu'il y a, merci pour les réponses très claires, je vois qu'il y a un emballement des questions sur ces questions-là. Il faut quand même qu'on avance. Alors du coup, ce que je vous propose, si vous en êtes d'accord, vous pourrez par mon intermédiaire me faire un mail et je vous donnerai le contact des chargés de prescription, qui sont des gens pointus sur ces sujets. Il y en a 3 qui couvrent la France actuellement. Pour la région parisienne, c'est Christophe Richard. Pour le quart sud-est, c'est Baudin de Chassé. Et pour la région nord et est, c'est Catherine Vautrin. Voilà. Donc n'hésitez pas à me contacter parce que du coup, vous voyez, c'est très complexe. On peut rentrer dans les détails, mais là, après, on va perdre notre timing. Donc on avance, si vous nous permettez. On a un peu chaud, donc il reste 10 minutes pour conclure sur la partie carbone. Bon, on dépassera un peu, c'est pas grave. Avant de commencer par les carbones, analyse de cycle de vie et l'indicateur IC Construction, on a voulu avec Mickaël vous présenter cette slide. Je vous l'ai dit tout à l'heure, pour faire une analyse de cycle de vie, il vous faut des données. Vos données, vous allez les prendre à travers des FDES ou des PEP sur la base IGNIAS. Aujourd'hui, sur la base IGNIAS, il y a 3630 FDES vérifiés. Dans ces 3630 FDES vérifiés, au 10 juin, donc il n'y a pas longtemps, il y en avait 1000 qui sont attachés à des produits Saint-Gobain. Donc pourquoi on vous me présente ce chiffre de 1000 FDES liés aux produits Saint-Gobain? C'est pour vous montrer justement tout l'enjeu qui est pour nous de produire des données sur nos produits. Et le fait d'avoir le poids carbone et de savoir quel est le poids carbone de nos produits nous permet, on verra par la suite, des FDES, pour nous, c'est des outils d'amélioration continue. Ça nous permet justement de travailler pour aller toujours décarboner le plus possible nos produits. La première FDES du groupe Saint-Gobain que l'on a fait et qui était disponible sur IGNIAS, elle date de 2008. Sur le bâtiment de bureau, en fait, on a modélisé 3 types de systèmes constructifs. Le système constructif initial, donc en béton banché, le système de type plancher CLT et FOB avec noyau en béton, et enfin le système constructif de type façade rideau, comme on l'a vu tout à l'heure. Vous voyez que dans tous les cas, en fait, on respecterait le seuil 2022. Vous avez les seuils successifs 2022, 2025, 2028 et 2031 qui s'affichent. La variante CLT, elle serait déjà sous le seuil 2025. Là, parmi les 3 simulations, on n'aurait pas de système constructif sous le seuil 2028, mais attention, parce qu'on a fait vraiment l'étude uniquement en modifiant le type de système constructif. On n'a pas cherché à faire des optimisations sur le second œuvre notamment. Et on voit qu'on a du coup un gain qui est de l'ordre de 120 kg entre le système constructif en béton et en ossature bois. En parallèle, de passer en béton à l'ossature bois, ça induit un surcoût de l'ordre de 10 à 15% par mètre carré. Donc, la question qu'on s'est posée, c'est sur cet indicateur IC Construction, comment on peut l'améliorer? Donc, par ordre de priorité, pour l'améliorer, il y a quatre premières possibilités qu'on va vous présenter. La première, c'est jouer sur la conception architecturale avant même le choix des matériaux. Je te laisse en parler ou pas? Voilà, donc là, un exemple typique de 2 formes différentes de bâtiments. Vous voyez que évidemment, dans le deuxième cas, on va avoir une compacité plus importante, et qui dit compacité plus importante, on va avoir moins de linéaire de façade et donc de quantité de matériaux, tout simplement, sur le deuxième cas. Donc vraiment, dès le dessin de l'architecte, le dessin de l'architecte aura une influence sur le poids carbone du bâtiment à construire. Et un bâtiment bas carbone, ce n'est pas une addition de produits et de matériaux bas carbone. C'est bien plus que ça, en fait. C'est dès la phase conception. Ouais, question. Donc, qu'avez-vous pris comme béton, des bétons bas carbone? Première question. On va en parler après du béton, j'ai une slide. Le seuil IC Construction Max ne varie pas en fonction de la variante, via le LC, DED par exemple? Non, là, on était en dessous du seuil. Le IC, pardon. Du seuil IC DED.
Ok. Le quota de stationnement est conséquent au vu de la SDP du bâtiment. Quel est le poids de l'infrastructure versus superstructure? On voit par la suite. On voit par la suite. Très bien. Donc, pour améliorer cet indicateur IC Construction, une possibilité, et ce qu'on recommande, c'est même pas une possibilité, ce qu'on vous recommande au bureau d'études, mais qui le font déjà, c'est d'utiliser des FDES et des PEP des industriels. Et donc, quand on va jouer sur la nature des données. Donc, pour faire cet ACV, Laurent et ses équipes, ils ont eu besoin de 130 données différentes. Le poids carbone du bâtiment en béton branché était de 825 kg. Dans ces 825 kg, on a cherché à regarder comment se répartit la nature des données. Donc, sur ces 825 kg, il y a 60% du poids carbone qui est lié à des données individuelles ou collectives, 11% avec des données par défaut et 30% avec des données forfaitaires. Donc ça, pour nous, c'était important d'avoir une idée de quelle est la nature des données qui ont été utilisées et combien elles pèsent sur le bâtiment. Pour nous, industriels, tout ce qui est toutes nos FDES et nos PEP, pour nous, c'est des outils d'amélioration continue. C'est-à-dire que nos données, elles vont évoluer dans le temps à travers, par exemple, la décarbonation de nos process, ou même dans certains cas avec l'introduction de matières recyclées. Je vous montrerai un exemple dans la suite de la présentation. Alors, quelques recommandations et de points d'attention sur la lecture des FDES sur la base INES. Bien faire attention, quand je fais une comparaison à l'échelle produit, à toujours ramener mon produit à l'échelle bâtiment. Il ne faut jamais oublier qu'un produit il est toujours utilisé dans un bâtiment. Et également, quand vous comparez des produits entre eux, attention à quelles normes je vais regarder. En ce moment, sur INES, sur la partie FDES, il y a 2 normes qui cohabitent et elles peuvent avoir un impact qui n'est pas négligeable sur le poids carbone des produits. Donc, ce qu'il faut retenir autour de l'ACV, c'est que l'ACV d'aujourd'hui, il sera forcément différent de l'ACV de demain. Un ACV, c'est vraiment une image à un instant T. Et bien sûr, sous réserve de la complétude de l'étude par le bureau d'études. Là, je n'ai pas de doute. Laurent, vous avez très bien travaillé. Maintenant, si je prends 2 bureaux d'études, un bureau d'études qui sera très consciencieux va compter tous les lots. Il aura un poids carbone plus élevé qu'un bureau d'études, on va dire, un peu moins expert, qui pourrait peut-être oublier un lot et qui aura du coup un poids carbone plus faible. Alors, sans parler d'expertise, il y a aussi un point qui revient assez souvent sur le sujet, c'est le cas des bâtiments livrés en blanc, qui pose question où effectivement, s'il y a une partie finalement du poids carbone du bâtiment, si par exemple on n'a pas de revêtement de sol, ou on n'a pas de cloison intérieure, etc., évidemment, ça va, entre guillemets, diminuer artificiellement le poids carbone du bâtiment. Pour le coup, on a considéré évidemment que le bâtiment était totalement fini. Là, vous avez un graphique qui illustre, qui reprend en fait les résultats des 3 types de systèmes constructifs, mais lot par lot. Donc, pour plus de détails, vous voyez que les grandes différences en fait se font sur les lots 3 superstructures et évidemment le lot 6 façade et menuiserie extérieure pour le cas de la façade rideau. Alors là, on a voulu vous montrer quelques exemples d'optimisation, naturellement avec des produits Saint-Gobain. Donc, on va jouer sur la nature du béton, sur la nature de l'isolant pour voir quel est l'impact, le sous-lot 8.5 et sur la modification du type de plafond et du type de vitrage. Donc, tout à l'heure, il y a eu une question sur le béton. Dans le bâtiment de base, on a travaillé uniquement sur le lot 3 superstructures. On n'a pas cherché à toucher au lot fondation. Dans le bâtiment de base, il avait été modélisé avec du béton SEM 2A. Et si on bascule de béton SEM 2A vers du béton SEM 3B, on peut avoir un gain de l'ordre de 42 kg sur ce bâtiment. Là, c'est nous qui avons fait l'analyse, c'est un petit estimatif. Et donc, ça nous permet de nous rapprocher de l'exigence 2025. On a regardé après quel était l'impact de la nature de l'isolant sur le poids carbone. Donc, le bâtiment de base, on est en ITE, on l'a basculé en ITI avec une laine de verre en base. Donc, le poids carbone de mon isolant uniquement pour les murs en laine de verre, c'est 2,25 kg. Et donc, je regarde ce qui se passe si je remplace ma laine de verre par du PSE, par une fibre de bois ou par une laine de verre avec un meilleur lambda. Quand je bascule une laine de verre vers PSE, j'augmente mon poids carbone total de mon bâtiment de plus 0,41%. Si je change ma laine de verre par une fibre de bois isonate, je baisse mon poids carbone total de moins 0,27%. Ce qu'il faut retenir, c'est que le poids carbone de l'ensemble de des isolants de ce bâtiment, à la fois pour le plancher bas, les murs et la toiture, c'est de l'ordre de 2% du poids carbone total du bâtiment. Donc en fait, le poids carbone des isolants sur un bâtiment, il est très faible. Et donc le changement de nature d'isolant d'une laine de verre GR32 à une fibre de bois, ça me permet un gain de l'ordre de 2,25 kg, soit un gain de 0,3% par rapport au poids carbone total du bâtiment.
Et cet impact-là, le zéro, dans la réalité, si je prends une FDES, d'une laine de verre et d'une fibre de bois, j'ai un poids carbone qui est légèrement supérieur ou assez proche entre la fibre de bois et la laine de verre. Là, c'est vraiment l'impact de l'ACV dynamique qui crée cette différence. Donc l'enjeu avant tout, c'est une fois de plus, avant de parler de nature de l'isolant, l'enjeu, c'est toujours d'isoler avec le bon niveau de performance. C'est vraiment ça le message à retenir. Deux questions, remarques. Pour les bâtiments livrés nus, sans équipement technique, faut-il intégrer le lot 8 CVC? C'est en ce moment une des grosses questions qui se posent en groupe de travail suivi RE 2020. La logique voudrait que oui, parce que sinon, en fait, vous allez vous favoriser artificiellement. Et la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, comment on calcule ces lots ou sous-lots ou même éléments manquants? Aujourd'hui, il y a beaucoup de questions qui portent sur ce sujet. Il n'y a pas encore de réponse tranchée. Mais bon, c'est la question, en tout cas, la DHUP a conscience de cette question et on aura une réponse prochainement officielle sur ce qui est à comptabiliser et surtout comment le comptabiliser. Prenez-vous en compte l'impact des additifs à ajouter pour la bonne utilisation d'un CEM3? C'est une bonne question. Les adjuvants qui permettent de diminuer finalement notamment les temps de séchage. En théorie, il faudrait les prendre en compte. En pratique, sur les configurateurs filières dont on dispose aujourd'hui, à ma connaissance, sauf erreur de ma part, il n'est pas possible de les saisir. Alors, cette question, vous pouvez me l'envoyer par écrit. Nous, chez Saint-Gobain, on a Chryso qui font des additifs pour justement le béton bas carbone. Je sais qu'ils travaillent sur leurs données. Je ne sais pas s'ils ont des FDVS, je me demande s'ils en ont. Donc, envoyez-moi la question et on vous apportera une réponse à travers Chryso, qui fait justement de la chimie du bâtiment et des adjuvants. Mais toujours est-il que le poids carbone des adjuvants, il est très faible par rapport au poids carbone toujours d'un silo. Le dernier, une autre variante, un exemple d'optimisation qu'on voulait vous montrer, c'est sur le sous-lot 8.5 avec Climaver. Climaver, c'est un système de conduit aérolique préisolé autoporteur. Donc là, je vais vous montrer des résultats de toujours la même étude qui a été faite par Tribu Énergie et également des compléments d'études qui ont été portés par Artel. Donc vous allez voir. Pour le sous-lot 8.5, réseau est conduit dans la méthode RE2020, il y a un forfait qui dit que le bureau d'études peut prendre un forfait de 30 kg par mètre carré pour le bâtiment. Donc nous, ce qu'on a demandé au bureau d'études, c'est de calculer, sans ce forfait, mais de calculer ce sous-lot 8.5 de manière détaillée. Pour le calculer de manière détaillée, il va faire deux variantes. Une variante avec un conduit métallique et une variante avec un conduit Climaver. Si je prends à droite le bâtiment de 4000 m², quand je fais la variante détaillée avec un conduit métallique, qui est la variante la plus classique, j'arrive à 80 kg, alors que mon forfait est de 30 kg. Quand je fais la variante avec Climaver, j'arrive à 33 kg pour ce bâtiment-là et 30 kg ici. Donc, qu'est-ce qu'il faut en conclure? Ce que je constate, en fait, ce qu'on constate, c'est que cette valeur de forfaitaire de ce sous-lot de 8.5 à 30 kg par mètre carré en bureau, mais également, c'est vrai, en enseignement, elle est nettement sous-évaluée par rapport à son poids carbone réel. Son poids carbone réel, il est là. Il est à 80 kg, il n'est pas à 30 kg. Et donc, quand je fais un ACV détaillé avec Climaver, je vais avoir dans mes deux exemples un gain de 40 à 47 kg par rapport à la méthode détaillée avec un conduit métallique, soit pour un bâtiment, et ce qui est pas faible, un gain de plus ou moins de 5% pour l'ensemble de ce bâtiment. Donc, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure en introduction que le poids carbone des bâtiments de bureau et même des bâtiments d'enseignement, il est sous-évalué pour les bâtiments de bureau de l'ordre de 40 à 50 kg. Et donc, c'est à travers cette valeur forfaitaire de 30 kg pour le sous-lot 8.5. Un autre exemple qu'on voulait vous montrer, c'était l'impact en plafond. Dans notre descriptif de base, on a des plafonds en B à 6,5 avec un coefficient d'absorption à 0,2. Et on a fait des variantes avec des plafonds éco-fond qui, eux, ont un coefficient d'absorption à 0,9. Le coefficient d'absorption, là, on parle d'acoustique. Si je suis à 0, le matériau n'absorbe aucun bruit. Donc, le bruit il va être totalement réfléchi. Si je suis à 0,9, si je suis à 1, tout le bruit est absorbé par le matériau. Donc, on voit que d'un point de vue acoustique, vous vous doutez bien que là, je suis nettement plus performant que le cas de base à gauche. Il y a une question, parce que c'est évident pour nous, mais est-ce que c'est que Climaver? Alors, Climaver, pardon, j'ai peut-être été un peu vite. Climaver, ici, on le voit sur la photo. C'est un système de conduit aérolique
qui est pré-isolé autoporteur, qui est en laine de verre et qui va être façonné en laine de verre avec un revêtement et qui va être façonné sur chantier. Ça va. Après, pareil, si vous avez des questions climat vert, on vous met en relation avec l'équipe dédiée climat vert. Sur l'étanchéité du climat vert, a priori, ça l'est, mais on vous mettra en relation, sinon on le vend. Ouais. S'il y a Elodie dans le chat qui répond à la question, ce sera plus à même. Donc, si on revient à mon exemple en plafond, qu'est-ce qui se passe? D'un point de vue carbone, dans mon cas de base, ici à gauche, avec mes plafonds en plaque de plate standard en BA 6,5, la totalité du lot plafond suspendu est de 4 kg. Quand je bascule sur mes plafonds écofond, je suis entre 3 et 4 kg. Donc, au final, mon sous-lot plafond suspendu, il est assez faible, il est de l'ordre à 4 kg équivalent CO2 par mètre carré. Ce qui ne nous empêchera pas, à nous, de toujours travailler sur décarboner le poids carbone de nos plafonds. Donc, toutes les variantes qu'on propose, là, dans ce cas-là, elles ont un poids carbone très proche par rapport à la base, mais elles ont un confort acoustique qui est nettement amélioré. On ne parle pas du tout de la même chose, que je vous expliquais tout à l'heure avec les coefficients d'absorption. Donc, le message à retenir, c'est que c'est extrêmement important de ne pas regarder uniquement l'aspect carbone, mais toujours de regarder l'ensemble des bénéfices que vont apporter les matériaux de construction. Si on reste uniquement focus sur le carbone, on peut et on risque de faire des erreurs. Et le dernier exemple d'amélioration qu'on voulait vous montrer, Ange complétera si besoin, c'est un exemple pour le bâtiment en façade rideau vitré. On a remplacé les vitrages de la FDES façade rideau par des vitrages très bas carbone ORAE. Un vitrage ORAE, c'est une réduction de 30% du poids carbone par rapport à la valeur moyenne d'un verre Planiclear fabriqué en France. Comment on arrive à réduire ce poids carbone? C'est déjà l'utilisation d'un contenu élevé de matières recyclées, 64%, et qu'on combine avec une électricité renouvelable. Parfait, merci Ange. Et donc, sur le cas de gauche, on voit l'ensemble du sous-lot du lot 6 façade sans ORAE. Et à droite, on voit le résultat avec ORAE. Alors, il faut bien faire attention, dans le lot 6 façade, il y a à la fois la façade rideau, mais il y a également la protection mobile. Ouais. Pouvez-vous donner le poids relatif du lot 8.5 concernant le poids carbone? Eh ben, c'est 30 kg parce que c'est 30 kg, c'est la valeur forfaitaire. Et quand il est réellement calculé, on est de l'ordre de 70 à 80 kg. Autre question, outre le bâtiment, faut-il, et si oui, comment intégrer le poids carbone des ouvrages extérieurs, dallage, enrobé, portail, VRD, etc. Alors, sur le VRD, la méthode RE2020 est un petit peu différente de l'expérimentation plus c'est moins qu'il devait préfigurer la RE2020, c'est-à-dire que sur tout le lot VRD, il y a un plafonnement de l'impact, c'est-à-dire que si vous avez beaucoup d'ouvrages extérieurs, vous allez au-delà d'un seuil qui est à 10 kg, tout ce que vous émettez en plus va se rajouter au seuil maximal, donc va être neutralisé finalement. Et en fait, ce que vous devez considérer dans le calcul, c'est tous les réseaux ainsi que les parkings extérieurs. Donc, si on revient à l'exemple entre avec et sans ORAE, le fait d'ajouter justement le vitrage bas carbone ORAE, ça me permet sur ce bâtiment un gain de 18 kg, équivalent CO2 par mètre carré. Donc, le remplacement d'un vitrage standard par un vitrage ORAE, ça permet un gain carbone de l'ordre de 2% à l'échelle du bâtiment. 2% pour ce bâtiment, c'est une baisse des émissions, ça correspond à 70 000 tonnes de CO2 évitées, tout en gardant, et c'est ça qui est important, on garde exactement la même performance et la même mise en œuvre. Intéressant, c'est aujourd'hui, j'ai vu le message que je ne parlais pas très fort, donc je vais parler plus fort. Donc, ce qui est intéressant aujourd'hui, on a mis à jour sur la base INES donc un vitrage isolant 464 qui justement indique le poids équivalent carbone du vitrage. Et donc, c'est tout récent qu'aujourd'hui, c'est disponible sur la base INES. Ça, vous pourrez comparer évidemment l'impact. Est-ce que c'était assez fort? Moi, j'entends bien, je suis à côté de toi. Et ben, c'est tout pour nous.
on a tout présenté. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y a des questions. Donc, du coup, tout à l'heure, pour revenir sur le 8.5, la question était par rapport au poids carbone global du bâtiment. Voilà, l'image des 2% indiqués pour les isolants. C'est quoi le poids de ce lot? Du coup, c'est 30 kg sur un total qui était à 825, donc Ouais. à peu près 4%. Orae, c'est un vitrage à contrôle solaire? Bien évidemment, puisqu'on a présenté la gamme extrême tout à l'heure, justement, dans les performances du DH et donc du confort d'été sur les calculs. Donc, il existe également avec justement ce vitrage avec un taux de pourcentage de calcin dans la production. Donc, oui, en contrôle solaire, il existe. Voilà, et il y a un truc que je ne comprends pas, mais du coup, le quid du poids carbone infrastructure, superstructure, voilà, dans le cas d'un bâtiment. Alors, ça correspond au lot 2 et 3, tel qui était affiché ici. Il faut savoir qu'aussi sur le lot 2, il y a un peu la même logique que sur le lot 1, c'est-à-dire que tout ce qu'on émet en plus, alors le 2 c'est le lot infrastructure et fondation, tout ce qu'on émet au-delà de 40 kg en fait se rajoute au seuil, c'est-à-dire que vous émettiez 40 kg ou 124 kg ici, comme dans l'exemple, ça va être neutre finalement vis-à-vis de l'exigence puisque le seuil maximal va être relevé d'autant. Finalement, la logique sur ce lot-là, c'était de ne pas pénaliser notamment les bâtiments qui ont besoin de fondations spéciales en raison de la nature du sol, par exemple, et donc des volumes de béton plus importants. Quel est le surcoût de la solution Orae? Je l'ai pas en tête. En tout cas, on pourra apporter la réponse. Ah ben, il y a Baudouin qui. Voilà, je vous parlais des chargés de prescription. Il y a Baudouin qui s'est connecté, qui dit 20% aujourd'hui, voilà, dans le chat. Qui est le contact pour l'aide à la conception performante dans le cas de remplacement de murs rideaux grand tertiaire en Nouvelle-Aquitaine? C'est Cette question. Eh ben, nous faire un mail et on transmettra les bons contacts. Voilà, faites-nous un mail, vous avez mon mail et vous trouverez la bonne personne. Est-ce qu'un organisme indépendant sera missionné pour vérifier le calcul carbone des BET? Alors, aujourd'hui, l'attestation, le contrôle se fait par les mêmes organismes qui vérifient aujourd'hui la RT 2012. La différence, en fait, c'est que la personne qui va réaliser l'attestation de fin de chantier va vérifier en fait les 10 données les plus impactantes sur le carbone. Mais comme aujourd'hui, c'est un bureau de contrôle, c'est un organisme de certification éventuellement si le bâtiment est certifié. C'est un diagnostiqueur immobilier en maison individuelle uniquement ou c'est un architecte. C'est le même finalement processus de vérification que ce qu'on a aujourd'hui en RT 2012. Je souhaite revoir la slide précédente de conclusion avant de voir celle que nous avons mis. Voilà. En conclusion, alors oui, effectivement, je ne l'ai pas dit, c'est l'AE 2020. On voit bien que ça donne la priorité à la sobriété énergétique par rapport à la RT 2012. C'est celle-ci qu'on veut voir. Parce qu'il y a effectivement, on voit que une performance de l'enveloppe qui est améliorée. Ce qu'on a présenté, c'est des descriptifs RE2020 avec des produits et systèmes courants déjà sur le marché, donc il n'y a pas de rupture technologique. Je vous ai mis les températures relevées par écume en hiver 22,5 versus 19 degrés en température de consigne dans le moteur et en été 24,8 versus 26. La stratégie sur le confort d'été, c'est une stratégie globale qu'il faut bien penser sur l'ensemble du bâtiment. Ce n'est pas un élément, mais un ensemble d'éléments. Donc, ce n'est pas une solution, mais un ensemble de solutions qui vont contribuer à limiter l'inconfort dans les bâtiments. Et ce message, il est important parce que parfois, on peut entendre « oui, ma solution… » Non, c'est un ensemble de solutions. Les FDES et les PEP sur le carbone, c'est des outils d'amélioration continue pour nous. Nos données elles vont évoluer à travers, par exemple, la décarbonation des systèmes de production. L'ACV d'aujourd'hui, il est donc différent de l'ACV demain. C'est une image à un instant T. Et l'indicateur IC bâtiment sans exigence réglementaire. Et oui, et c'est le seul indicateur, alors c'est vrai que j'en ai pas parlé là, c'est un indicateur qui cumule IC construction et IC énergie, et ça permet d'appréhender globalement des impacts sur le carbone en jouant à la fois sur l'énergie et sur le poids carbone du bâtiment.
C'est parfait, on en vient à la conclusion. Alors du coup, écoutez, on vous remercie grandement d'avoir été présents aussi nombreux aujourd'hui, hein, en moyenne 230. Nous vous enverrons les supports ainsi que, le support ainsi que le lien YouTube pour si vous souhaitez revisionner tout ou partie de ce webinaire. Ce sera diffusé également donc, via LinkedIn demain matin à 8h. N'hésitez pas à faire un petit like si ça vous a plu. Un grand merci donc, à l'ensemble des participants à distance et un grand merci, un énorme merci aux intervenants. Vous avez vu la qualité de leurs interventions et en plus, on les a un petit peu coupés à des moments parce qu'on peut rentrer dans tous les détails. Donc, en présentiel, Laurent Mazier de Tribu Énergie, Charlie Delage de Saint-Gobain Solutions France et Ange Fegla du vitrage, et à distance de nos collègues Maxime Papin de Pont-à-Mousson, Baudouin de Chassé du vitrage et tous les autres qui sont intervenus aussi, je l'ai vu dans le chat, avec des réponses même de partenaires extérieurs. Et le dernier mot, le mot de la fin, c'est on se retrouve en octobre pour ceux qui souhaiteront découvrir avec nous la partie enseignement. A priori le 9 octobre, on vous confirmera cette date. Merci à tous et à très bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.